Cambodge. Capitale, Phnom Penh. Nous sommes arrivés au printemps 92. Certains avec armes et bagages, nous avec une caméra et 500 kg d'équipement de tournage. Dans la foulée des accords de Paris signés un an plus tôt, l'ONU débarque en force. 47 pays participants, 22 000 civils et militaires, au programme de ce qui est déjà la plus grande mission de l'histoire de l'organisation. Rapatrier 365 000 réfugiés des camps thaïlandais, désarmer les différentes factions et organiser les premières élections démocratiques dans un pays ravagé par 20 ans de guerre et décimé par le génocide Khmer Rouge. Organiser l'opération est un vrai défi. Les communications sont un cauchemar et certaines régions sont d'un accès presque impossible. Il faut surmonter la barrière de la langue, la méfiance, l'incrédulité d'une population qui a toujours vécu dans la peur et le fracas des armes. Il y a les mines, les Khmers rouges, les bandits, les moustiques, la chaleur, la mousson et parfois le désespoir. L'ONU n'a pas la souplesse d'une petite organisation non gouvernementale. Les fonds des pays donateurs tardent à arriver, ce qui freine le processus. La motivation et le degré de compétence des militaires et des civils onusiens sont très variables. De leur côté, les responsables politiques cambodgiens et les Khmers rouges en premier font tout pour exploiter les faiblesses de l'opération, à tel point que la démilitarisation est retirée de l'agenda et que le bruit du canon résonnera jusqu'à la fin dans certaines régions. Pourtant, petit à petit, la machine se met en marche. Des volontaires s'en vont dans les villages les plus reculés prêcher les bienfaits de la démocratie, tandis que les réfugiés rentrent au pays par milliers. L'ONU est présente sur tous les fronts, particulièrement en information et en éducation. Des équipes se dépensent sans compter pour produire des émissions de radio et de télévision destinées à sortir des millions de Cambodgiens de la torpeur ou de l'ignorance totale. 55 civils et militaires de l'ONU vont payer de leur vie le tribut à cette mission et la communauté internationale dépensera 2 milliards de dollars, le prix d'un sous-marin nucléaire. Fin mai 1993, il apparaît évident que les élections sont un succès. Les Cambodgiens votent en masse et élisent la première assemblée constituante de leur histoire. Nous repartons heureux et fiers, avec un certain sens du devoir accompli. Le départ est teinté de tristesse, car en un an, nous avons tissé des liens d'amitié avec les Cambodgiens et nous sommes tombés amoureux des méandres du Mékong. When I see in Kosovo, for instance, how journalists were probably sometimes manipulated, I hope that those who covered Cambodia under UNTAC realize today the opportunity we gave them. Rather than take them on these sort of organized trips as the Allies had done in the Gulf, we took journalists anywhere, whenever they wanted, so that they could witness our work, and they were, of course, entirely free to report on anything. You can attest to that yourself. It's a fact that in Cambodia we had sometimes a relationship with the media that was difficult. So instead of focusing on the enormous reconstruction work, the commentators at the time couldn't stop reporting on the Khmer Rouge and whatever incidents we necessarily encountered along the way.
It was like their obsession. In fact, I think that history will judge the work of UNTAC very favorably. We already see it, and the fact maybe that you are doing this documentary is possibly significant. What happened? Le sombre bilan depuis la fin de la mission de l'ONU au Cambodge par notre correspondant en Asie. Le Cambodge arrivera-t-il à sortir de la spirale de la violence? À voir l'historique des crimes politiques commis depuis 10 ans, tous les acquis des élections organisées en 1993 par la communauté internationale sous l'égide de l'ONU semblent s'être envolés en fumée, écrasés par les chars et les attentats meurtriers. Dès 1993, une tentative de coup d'État a donné le ton. Puis, ce furent une succession d'années sombres qui culminèrent en 1997 avec les pires violences depuis les élections. Dans la capitale, Phnom Penh, les combats faisaient rage, tandis que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU quittait le pays en signe de protestation. Dans les rues de Phnom Penh, les pillages et les assassinats se sont succédés sans que nul ne semble pouvoir trouver un moyen d'y mettre fin. Peu après, les troupes de Hun Sen, l'homme fort du pays, lançaient une offensive contre les troupes encore fidèles au prince Norodom Ranariddh, le véritable vainqueur des élections de 1993, évincé du pouvoir au début du mois de juillet. De violents combats se sont déroulés dans le nord-ouest du pays, près de la Thaïlande, jetant à nouveau des milliers de Cambodgiens sur les routes. Aujourd'hui encore, des assassinats politiques sont rapportés. Quel gâchis. Un an d'effort et tous ces risques pour rien. Des mois d'espoir réduits à néant, comme ça. La démocratie ne peut donc simplement se donner, s'apprendre, s'apprivoiser. Était-ce naïf de croire que quelques milliards et un an de travail suffiraient à semer les graines de la liberté? Non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tous s'être trompés. Cela a dû servir à quelque chose. Thierry, Linda, Claudette, vous tous qui étiez là-bas. Est-ce que cela en valait vraiment la peine? C'est clair que les Cambodgiens devaient être aidés, mais est-ce que devait se manifester sous la forme où elle s'est mise en place en 93 au Cambodge? Ça, on peut vraiment se poser la question, parce que si on considère l'histoire du Cambodge, qui finalement n'a jamais été une démocratie, est-ce que la solution pour sortir les Cambodgiens de leurs problèmes consistait à essayer de leur apprendre la démocratie en quoi? En une année? Est-ce que c'était vraiment ça dont ils avaient besoin? Je me souviens avoir été filmé dans le nord du Cambodge, des ateliers de création de prothèses pour les victimes des mines, et ces gens faisaient un travail absolument remarquable. Et donc c'est peut-être, à mon avis, surtout à ce niveau-là qu'on les a surtout aidés. C'est localement et individuellement et au plus proche de la population et de leurs besoins, plutôt que les grandes envolées politiques et la démocratisation et les élections soi-disant libres. J'ai été embauchée comme superviseur électoral de district. Il s'agissait de superviser toutes les opérations électorales dans un district en particulier, au Cambodge. Donc, on a organisé l'inscription sur les listes électorales, les opérations électorales en tant que telles, et on faisait aussi l'éducation civique. Donc, ça a duré presque une année. Je ne voudrais pas espérer trop de ce qu'ils ont gardé, mais peut-être une certaine ouverture et un transfert de connaissances. C'est-à-dire, on travaillait avec une équipe de Cambodgiens et ces gens-là, aujourd'hui, je pense qu'ils seraient capables de gérer une mission semblable par eux-mêmes, ou à peu près. J'ai été affecté dans la province de Ratanakiri.
c'est-à-dire d'une des provinces les plus éloignées du Cambodge, à la frontière du Laos et du Vietnam. Dans la formation qu'on avait eue à Phnom Penh, on nous avait dit, on avait dit, vous les volontaires, votre travail, c'est d'être près des gens, faire de l'éducation civique près des gens. Alors donc, de nous inviter à vivre près des conditions, dans les conditions où vivent les gens. Alors, on vivait dans une maison, sur pilotis, sans électricité, sans eau courante. Le fait qu'on partageait le quotidien des Cambodgiens avec qui on travaillait, puis ou les autres Cambodgiens qui habitaient là, ça a permis de développer cette solidarité-là. Se dire que, bon, on est ensemble, on est dans le même bateau pour travailler, pour améliorer le pays. ANTAC のその仕事っていうのはやっぱり選挙を実現して新しい新生カンボジアを誕生させるということだったんですよね。その意味では、文字通り成功だったということは間違いないと思います。まさにその影が薄いというふうに批判されたANTACがパラドクサルなように聞こえるけども、その成功の秘訣だったんじゃないかと。Les gens avec lesquels on a travaillé, tout le programme d'éducation civique qu'on a fait a permis de faire comprendre qu'est-ce que c'est que la démocratie, de faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un système électoral, comment réagir devant l'intimidation politique et leur redonner confiance que le vote est secret. Ça allait se faire dans les pagodes, qui était le seul endroit neutre. Les moines ont vraiment très bien collaboré et eux aussi pouvaient aider à propager le message que nous, on voulait propager. Disons, moi, au bout d'un moment, j'étais plus au nu, au bout de, je sais pas, un mois peut-être. On n'était plus au nu, on était là pour aider les Cambodgiens et à essayer de leur montrer que, bon, il y avait les élections, mais qu'ils pouvaient aussi apprendre autre chose. Il y en a certains, et on espère beaucoup, qui vont s'en sortir, qui vont avoir quelque chose, qui vont avoir appris quelque chose, qui vont être complètement différents, comme, bon, moi, j'ai été différente aussi après. Il y a à peu près 2 ans, je lisais le New York Times, il parlait du film cambodgien. Et d'un seul coup, je regarde la photo et c'était un des caméramans qui était avec nous. Et de voir sa photo-là, je dis « Ah, c'est incroyable, il a trouvé un job » et ça, c'était formidable. Il faut garder à l'esprit que dans beaucoup de pays, le militaire en soi peut représenter peut-être une menace. Les gens ont pu faire l'expérience de forces militaires qui sont loin d'être les forces militaires pacifiques qu'on a dans les pays occidentaux. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on va aider à reconstruire une école, par exemple, ou apporter des jouets à des enfants dans un village, ça aide à avoir des relations sereines avec la population locale. Je crois que le peuple cambodgien était quand même dans son ensemble extrêmement heureux de voir toute cette aide-là qui venait d'une multitude de pays, surtout en milieu urbain où il y avait un effondrement total des structures et aussi où tous les adultes, en fait, avaient été exterminés. Donc, en fait, on venait en aide à des enfants et à des jeunes familles qui voulaient se nourrir puis qui voulaient avoir peut-être droit à goûter à la normalité au fil des ans. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais c'était aussi un business, du donnant-donnant. Un jeu dans lequel tout le monde gagne quelque chose. Je me suis continuellement posé des questions philosophiques à partir du jour où j'ai mis le pied à Phnom Penh et le jour où je l'ai quitté, à savoir, est-ce que je fais quelque chose d'utile
OK. Est-ce que tout ça, c'est pas de la frime? Je me suis posé cette question-là tout le long de mon séjour. Bon, moi, c'était ma première expérience. J'en ai eu d'autres par la suite. Je souhaite en avoir d'autres éventuellement aussi. Et bon, pour moi, tout ce qui est aide internationale, aide humanitaire, coopération, etc., c'est clair que c'est un business. Ça l'était au Cambodge. L'objectif ultime, c'était de créer une stabilité dans la région avec des objectifs économiques. Moi-même, quand j'y étais, c'était clair dans ma tête. Alors, bon, ça va, ça, je l'accepte. Je m'inscris dans un processus quelconque qui apporte au pays, qui apporte à mon pays, qui apporte à tous les intervenants. Et quant à moi, ce que je vais chercher, c'est vraiment le contact profond avec ce que je suis. Parce que le contact, le fait de vivre en milieu interculturel, pour moi, c'est une obligation perpétuelle de continuellement, toi, te resituer. Moi, je réagis de telle façon, l'autre réagit de telle façon, il faut trouver un terrain d'entente, que ce soit quand on forme des gens, que ce soit la façon dont on arrive dans un village pour installer nos grosses télés avec nos vidéos, dans tout le menu détail. Et moi, je trouve ça très stimulant. Effectivement, il y a un peu d'égoïsme. Il ne faut pas se le cacher. Moi, par exemple, j'ai jamais prétendu être missionnaire. J'ai jamais prétendu arriver pour sauver le monde. Quand je suis partie, j'avais un excellent boulot. J'ai demandé à mon employeur une année sabbatique, une année sans solde pour partir. Et je le faisais parce que j'avais besoin de m'aérer, mais en plus, la mission proposait des choses intéressantes. Et il y avait aussi, par conviction personnelle, j'ai toujours œuvré dans le domaine électoral, avoir envie d'aller donner un coup de pouce à ce pays qui a traversé des moments terribles au cours des 30 dernières années, surtout. Mais effectivement, je l'avais fait aussi par goût de l'aventure, goût du changement, goût de me ressourcer. On est là, oui, pour nos raisons personnelles, mais faisons un bon travail en tant que professionnels. On nous a engagés comme professionnels parce qu'on avait une expertise. Tant mieux si, en même temps, je me développe personnellement et en même temps, je peux contribuer à faire sortir un pays d'une crise. On a affaire à des gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de la nourriture tous les jours. On a à aider les gens dans leurs besoins minimum, leurs besoins de base. Et on a l'impression de faire une différence dans la vie, de pouvoir apporter quelque chose, d'avoir quelque chose de plus tangible, d'avoir une contribution beaucoup plus grande. Et en retour, j'ai un enrichissement, une croissance personnelle et spirituelle beaucoup plus grande, qui donne une richesse à la vie. Non pas une richesse financière, mais une richesse en termes de valeurs humaines qui, pour moi, vaut beaucoup plus que tous les conforts que notre beau pays canadien pourrait nous offrir, mais qui n'ont plus vraiment d'importance maintenant. で僕はカンボジアとかカンボジアの人たちなんかをしてあげれたかどうかという質問なんですけども、そういう気はあまりありませんね。むしろ私が教えてもらったという気持ちの方が大変強いんです。何を教えてもらったのかっていうと、いろいろありますけれども、やっぱり生きるっていうことですね。生きるっていうことの素晴らしさということなんだと思うんです。非常に過酷な状況の中で目の前に多くの人が死んでいく。それでもカンボジアの人たちは非常に常に楽観的です。そして人生を謳歌しようとしている。そして非常に何事に対しても非常にオプティミスティックに対処しようと前向きなんですね。やっぱりカンボジア人から教わった僕にとって僕が教わったことっていうのは生きることの大切さというか素晴らしさということなんだと思います。Dieu qu'on est parti de loin. Cher monsieur, le Cambodge a le plus haut taux de mortalité infantile au monde, entre autres à cause des problèmes d'hygiène. Votre premier travail consistera donc à tourner un film publicitaire pour inciter les populations rurales à utiliser des latrines. Un des stars du cinéma local s'appelle Charlie Chaplin. Trouvez-le.
មានមង្គលមួយគឺស្រួលប្រើប្រាស់ធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងសងមង្គលមួយឡើងស្រួលធ្វើឲ្យអស់លុយតិចទៀត Il faut bien voir aussi que c'était une mission qui reposait énormément sur l'implication des volontaires, bon, ce qui était une première, ce qui s'expliquait par l'ampleur de la mission, qui elle aussi était une première. On a dit cette énorme masse d'idéalistes-là, on leur donne ce mandat-là, ils sont jeunes, ils sont prêts à vivre dans toutes sortes de conditions, ils ont envie de vivre des tas de trucs, on leur donne un mandat très précis qui était à quelque part d'être le porteur du message de la démocratie, en sens que c'est nous qui vivions dans chacun des districts, c'est nous qui diffusions le matériel, c'est nous qui formions les gens, mais moi en tout cas ce que je pense qui est peut-être la chose la plus concrète, c'est nous qui vivions avec ces gens-là. La coopération avec les civils est fondamentale parce qu'elle nous donne en fait énormément de satisfaction, mais aussi elle aide la population locale d'abord à accepter notre présence et aussi à se relever. Il faut dire aussi qu'on a des moyens logistiques et on a du personnel et des savoir-faire qu'ils n'ont peut-être pas localement. Il peut s'agir des fois d'un médecin qui peut soigner quelqu'un sur place. C'est une petite mission, c'est un à côté pour nous. Pour eux, c'est fondamental. Ça peut sauver une vie. On parle souvent au niveau d'aide en termes de purification d'eau et d'hygiène. On a d'ailleurs soutenu un orphelinat local au centre de Phnom Penh, où il y avait plusieurs enfants qui avaient perdu leurs parents, qui avaient été exterminés. Côté prévention des mines, par exemple, où on a une mission quand même assez importante. Of a population of about 7 million, it was estimated that malaria was the #1 killer, mines was the #2 killer, and about 1 in 85 or 1 in 100 Cambodians were impacted by the mines, either through a direct casualty, helping a relative or a friend who was impacted by a casualty. And I can't tell you how much land was denied, but certainly the Cambodians didn't have access to their land for farming purposes, for their livelihood, and couldn't enjoy the results of the peace until a mine problem was being dealt with. The Kenyan contingent overall had a broad-ranging mission to help set up what is now called the Cambodian Mine Action Center, to take care of the training and the demining of their own country. J'imagine que c'est dans la nature même des Cambodgiens aussi, ce pourquoi ça a marché ou ce pourquoi on a pu trouver des résultats positifs. Bon, parce qu'un autre reproche qu'on faisait à la mission, c'était vraiment de très courte durée. On s'est investi uniquement pour le processus électoral et il n'y avait pas beaucoup de choses pour le développement après. Donc, c'est comme si un peu on avait abandonné. Mais je pense que les Cambodgiens ont vécu quelque chose d'absolument terrible depuis l'époque des Khmers rouges jusqu'à l'occupation vietnamienne. Alors, j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'eux n'étaient pas intéressés aussi. C'est comme à repartir en guerre. Ils étaient intéressés à partir sur autre chose. Puis, bon, j'ai l'impression que la présence étrangère aussi a donné a développé le désir d'ouverture chez les Cambodgiens, qui fait qu'ils n'avaient pas le goût de retomber dans un système autoritaire. Nous avons réalisé un des plus grands films depuis longtemps au Cambodge. Un vrai moyen-métrage de fiction, avec un casting, des décors, des comédiens et même des musiques originales. J'ai appelé mon héroïne Sorani. Son manque d'hygiène est en train de tuer ses enfants. Son frère emmène sa fille mourante à l'hôpital et une voisine l'aide à adopter un minimum de règles d'hygiène. Il y a une fin heureuse. Sa fille, sauvée, revient à la maison. C'est une belle histoire. L'ONU et l'UNICEF vont diffuser le film à travers tout le Cambodge pour aider à faire baisser le taux de mortalité infantile, alors le plus haut au monde. Le film a bien marché. S'il y avait eu un box-office, on aurait pu être numéro 1. Mais je ne sais toujours pas si on a sauvé un enfant. On a aussi tourné des histoires sans fin heureuses. En plein cœur de Phnom Penh se trouve un beau petit lycée. À l'époque, les Khmers rouges l'avaient transformé en centre de torture et d'extermination. Il s'appelle Tuol Sleng.
Khmer Rouge avait le très bon goût de prendre en photo le portrait de chacune des personnes qui étaient interrogées, voire même exécutées. Donc, on a une collection de portraits absolument invraisemblable. Donc c'est un gros plan de la personne avec un regard à chaque fois complètement hagard et des yeux exorbités de peur. Enfin, et des photos comme ça, il y en a des centaines et des centaines, donc c'est assez particulier. C'est toujours impressionnant de constater la sérénité de personnes qui ont vécu des traumatismes affreux, génocide, guerre. Et ces gens-là, on travaillait avec eux, puis souriaient, hein, c'est le propre des Cambodgiens, souriaient, travaillaient, avaient confiance. Pour moi, c'est une grande leçon. C'est vraiment une grande leçon de travailler avec des gens qui ont vécu de telles catastrophes et qui continuent. Et ça va au-delà de la survie, à mon avis. Ça va au-delà de l'instinct de survie. Pour moi, c'est une conception de la vie. C'est en voyant le temple d'Angkor niché au fond de la jungle comme un rubis enchâssé dans une émeraude que j'ai mesuré le défi de ce petit royaume perdu dans un monde qui l'a rattrapé. Roitelet placé sur le trône par la France coloniale, Norodom Sihanouk a tellement vite été coincé dans l'étau de la guerre froide. De Gaulle à Nehru, en passant par son vieux complice Chou Enlai, ces monuments du XXe siècle, le roi Norodom Sihanouk les a tous fréquentés. Presque tous l'ont abandonné, trahi. Poussé par les États-Unis dans les bras des Khmers rouges, utilisé par la Chine, exploité par la Thaïlande, Norodom, le phénix, renaît à chaque fois de ses cendres et reste un dieu aux yeux de son peuple qui l'adore et le vénère. Et c'est bien ainsi. La mission de l'ONU était difficile, la diplomatie un casse-tête. Bien sûr, rien n'aurait pu se faire sans le blanc-seing de tous les membres du Conseil de sécurité. Mais c'est sans conteste à l'infatigable talent du roi du Cambodge que revient le crédit d'avoir assis tous ses frères ennemis autour de la même table. Pourquoi, à partir de 1992 jusqu'à 1999, l'ONU a de la difficulté avec ses missions de maintien de la paix? C'est qu'elle est dans un tout autre monde. Avant, on intervenait entre des États avec l'accord des parties, et c'était relativement facile de le faire, et habituellement, ça débouchait sur un succès. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on intervient à l'intérieur des États pour tenter de ramener à la raison des ethnies, des factions, des groupes qui détruisent l'État ou qui se livrent à des génocides ou à des massacres génocidaires. C'est drôlement plus compliqué que le maintien de la paix traditionnel où on se déploie sur une ligne de cessez-le-feu agréée par tout le monde. On n'était pas dans une situation de conflit. Nous étions là alors que différentes parties s'étaient entendues pour notre présence pour organiser des élections pour le mois de mai 1993. Ceci dit, on entendait régulièrement des tirs d'armes légères. On savait qu'il y avait plusieurs factions qui ne s'entendaient pas. On devait garder une neutralité et donc, sans nécessairement utiliser une force ouverte, on se retrouvait régulièrement présents entre différents groupes qui n'étaient pas nécessairement de grands amis. La réussite d'une mission de maintien de la paix, elle repose d'abord et avant tout sur la volonté des parties en présence de réaliser le mandat des Nations unies. S'il n'y a pas de volonté, quel que soit le nombre de casques bleus que vous impliquez dans une mission, cette mission va échouer. Parce que les Nations unies sont là pour aider les parties en présence à réaliser la paix, à rétablir la paix. Alors, s'il n'y a pas de volonté, comme il n'y en avait pas en Somalie, eh bien, il n'y a pas
de succès. Dans le cas du Cambodge, un seul groupe, les Khmers rouges, ont refusé de participer. I am very sad and angry to have to report the violent death of another UNTAC member. This morning, an UNTAC vehicle with 2 people on board was attacked by unknown individuals in Kampong Thom province. Mr. Nakata Atsuhito died of gunshot wounds. Mr. Nakata Atsuhito is a United Nations volunteer. He was 25 years old. I know that I speak for all of us when I say that the United Nations volunteers are the best of us. They are dedicated individuals who came to Cambodia to advance the cause of peace. They're spread throughout Cambodia in small groups and are the most defenseless against such cowardly attacks. La mort de notre collègue japonais, c'est un événement effectivement qui nous a beaucoup marqué, tous les volontaires surtout. C'était un des nôtres, il a été pris dans une embuscade, il a été froidement exécuté par les Khmers rouges. Et dans la même période, dans la même journée, on a reçu nous aussi, et la plupart de nos collègues, on a reçu tous des menaces de mort. Ça tirait la nuit chez nous. C'était clair que c'était de l'intimidation. Dans certains cas, à l'égard de la population du village, certaines nuits, clairement de l'intimidation à notre égard. Et d'ailleurs, l'histoire du Japonais nous a tous un peu sidérés parce que je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui croyaient qu'on n'allait pas rien nous faire. On essayait de nous faire peur, on essayait de nous intimider, mais on se croyait relativement protégés finalement. Disent que cette mission a coûté trop cher, cette mission a été inefficace, cette mission a corrompu la société cambodgienne. Je rejette les trois critiques. D'abord, la mission des Nations unies a coûté 2 milliards de dollars. Ce n'est rien comparé au budget militaire qui était dépensé à l'époque. On parle de 1 000 milliards de dollars par année. Au contraire, elle n'a certainement pas coûté assez cher. Je pense que, grosso modo, une bonne partie de la population cambodgienne a profité de cette injection massive d'argent. Convenons que l'injection massive d'argent dans une société qui était désarticulée et désargentée a certainement provoqué des secousses intérieures. Mais ça, les Nations unies ne peuvent pas tout prévoir. Dire que c'est une mission inefficace, c'est complètement ridicule quand on voit le résultat des élections. 90% des Cambodgiens ont été votés et tout s'est déroulé dans le calme. Donc, l'ONU a rempli ce mandat essentiel qui était de permettre
aux Cambodgiens d'exprimer leurs opinions politiques et d'élire leurs représentants. Ce qui est arrivé après, les coups d'État, les guerres entre les factions, l'ONU ne peut pas le prévoir, n'est-ce pas? L'ONU ne peut pas rééduquer une population qui n'a pas connu la démocratie pendant 2000 ans. Alors, on ne peut pas demander aux Cambodgiens de faire le saut que nous avons fait en plusieurs siècles. あったく一つのように、言いますけれども、その場所その場所でやっぱりそれぞれのニュアンスの違いがあったと思うんです。で、一部にはそういうような非常に西洋の価値観を協情的に押し付けようとするような部分もそういった人たちもいたと思うんですね。ただそれも大きく考えればまさに多様性、世の中のこの国際社会のいろんな多様な価値観っていうのをカンボジアの人たちはそこで知ったわけですよね。それをいい悪いは別としてそれをカンボジア人たちがそれを取り入れるか取り入れないかは別としていろんな考えがあるんだということを学んだんだと思うんです。Ce qui reste à ces gens-là, c'est un pécule extraordinaire qui leur a permis d'améliorer leurs conditions de vie. C'est très prosaïque, là, mais je veux dire, je peux bien me faire croire là, plein de trucs. Mais je pense que l'héritage premier d'UNTAC, c'est le dollar. C'est un débat global. Est-ce que l'aide humanitaire, est-ce que le business de la coopération internationale corrompt les pays? Moi, ma réponse, c'est oui. Mais je pense qu'il y a autre chose qui vient avec ça, qui est bien par ailleurs aussi. J'ai toujours été en total désaccord avec tout ce qui s'est dit, vraiment. Le Cambodge, c'est un échec, etc. et tout ça. Non, c'est pas un échec. Il s'est passé des choses. Il y a encore quelque chose, à l'heure actuelle, une structure qui est quand même un gouvernement. On peut lui trouver 1000 défauts, il répond pas à nos standards. C'est ce que je disais aux gens quand je leur parlais. On organise des élections, mais c'est à vous de faire quelque chose avec ça. Et c'est pour ça que j'étais tant touchée par ces images des gens qui allaient voter. Il y a un vieux monsieur qui est au bord du bureau de vote. Les fils étaient immenses, il faisait très chaud et tout ça. Et je lui ai demandé, monsieur, vous attendez depuis combien de temps? C'est un vieux monsieur, il m'a dit, depuis 73 ans, madame, depuis 73 ans. Voilà, tout ça pour moi, c'est des petites graines qui nécessairement, je crois, sont demeurées dans l'esprit de ces gens-là, mais j'ai pas d'attente précise par rapport à ce qu'ils vont en faire. Je pense que les choses évoluent très, très lentement dans la vie, dans l'histoire et tout ça. Alors de dire, ben voyez, on a dépensé X milliards de dollars pour tel truc et voyez ce que ça donne 10 ans plus tard. Mais pour moi, qu'est-ce que c'est 10 ans dans l'histoire d'un peuple? C'est rien. Je crois que les pays riches ont un devoir envers les pays pauvres. On a une richesse accumulée, on a une connaissance accumulée. Et je crois que dans le cas du Cambodge particulièrement, certains pays riches ont une partie de mea culpa, ont une certaine responsabilité à assumer. On se souviendra que au moment des tensions, on était aussi dans la guerre froide. Et tout ce contexte-là a eu une influence sur le massacre, sur le génocide. Et dans ce sens-là, on a une responsabilité de réparer et de tenter de diminuer la misère et la douleur de ces gens-là. Je pense que cette mission-là des Nations unies au Cambodge, bon, on peut lui reprocher beaucoup de choses avec raison, mais ça nous permet quand même aussi de tirer des leçons. Et à mon avis, il y a des actions, des missions des Nations unies qui auraient dû prendre la forme de ce qui s'est passé au Cambodge. On dirait que la réaction des Nations unies, c'était de se retirer, d'en faire moins, de mettre juste un petit pied dans les pays et ne pas trop s'imposer. Je pense qu'au contraire, on doit démontrer notre solidarité en allant sur le terrain et en s'impliquant. En s'ingérant, avec une certaine limite, mais en s'ingérant un peu comme on l'a fait dans les enjeux du pays, dans les problèmes du pays, parce qu'on parle beaucoup de mondialisation, mais on vit ensemble. La sécurité, c'est une responsabilité internationale. Selon la Charte des Nations unies, tous les États membres sont impliqués dans le rétablissement ou le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors, si on croit
que ce qui se passe à l'étranger peut avoir un effet sur notre propre sécurité, bien alors il faut intervenir à l'étranger pour mettre fin à des conflits ou pour empêcher des conflits de s'étendre. Si on croit que la planète est unifiée et que notre sécurité dépend de la sécurité des autres aussi. Donc, c'est de là que tire sa légitimité, l'intervention occidentale ou autre pour rétablir la paix et la sécurité dans certains États. Et si c'était à refaire? Oui, cette mission des Nations Unies au Cambodge est un succès parce qu'elle a réalisé la majorité de ses objectifs, c'est-à-dire réintroduire le Cambodge dans la communauté internationale, organiser des élections libres et démocratiques auxquelles presque 90 % de la population a participé et qui a donné naissance donc à une démocratie. Peut-être pas une démocratie parlementaire à la britannique, mais quand même une démocratie pour la société cambodgienne. J'aimerais retourner, sachant ce que je sais aujourd'hui, mais je regrette absolument pas, parce que j'ai l'impression d'avoir fait partie d'une belle aventure malgré toutes les lacunes. Parce qu'une élection, c'est pas la démocratie. Je veux dire, dans des pays totalitaires, on peut organiser une bonne élection qui va être techniquement à point. Le problème, je pense, qui est arrivé, c'est qu'on a un peu abandonné les Cambodgiens après cette grande opération parce qu'il y avait une certaine fatigue. Mais il aurait fallu probablement avoir un plan global de démocratisation, de gouvernance, c'est-à-dire un appui institutionnel, faire en sorte que la police soit bien formée, que les tribunaux soient bien formés, bien équipés, etc. À mon sens, une erreur qui a été faite pour moi, c'est que la démobilisation des soldats, le désarmement, n'a pas été complétée avant les élections. Bon, peut-être parce qu'il y avait justement beaucoup d'argent en jeu, c'était une énorme mission, la première et la plus grosse mission de ce style. Prolonger le temps de préparation d'une année aurait probablement entraîné des coûts très élevés, mais ça aurait peut-être été préférable. Personnellement, je crois que les Nations Unies devraient avoir aussi ce qu'on appelle une post-mission pour permettre la prise du pouvoir, la consolidation du pouvoir de façon démocratique. Mais ça a eu quand même l'avantage d'ouvrir le Cambodge sur le monde, de le faire connaître au monde entier et de leur redonner espoir surtout. でしたし、そこでの経験っていうのは、一生忘れられない、深く心に刻まれた体験でした。今でもカンボジアのことを思っています。トンレサップ川、ヤメコン川のこの大いなる流れが中に僕は漂っている、そういう夢をしょっちゅう見るんですね。Quand je suis rentrée, je me suis dit, je sais pas si vraiment ce qu'on a fait, ça valait vraiment le coup, parce que bon, il y avait tellement d'émotions. Et 10 ans après, je dirais oui, ça valait vraiment le coup. Oui, maintenant, peut-être que le pays n'est pas au niveau qu'on l'espérait, mais je pense que oui, ça valait le coup. Vraiment, c'était quelque chose d'incroyable, quoi, en fin de compte. Il y a eu des moments vraiment difficiles et émotionnel, mais je serais prête à le refaire. Monsieur Akashi, vous qui avez dirigé cette mission de l'ONU, je voudrais vous poser cette simple question. Et si c'était à refaire? そうですね。まず選挙の前にはね、ポル・ポット派が選挙に参加しないと言いましたよね。で、ポル・ポット派の参加なしにですね、選挙を強行するかどうかという非常に難しい問題がありました。それからカンボジアは当時ですね、民主選挙をやる条件が整ってないと言って批判する人もいました。欧米系の人もたくさんいましたけど。でしかしながらですね、私はカンボジアの国民がね、本当に心の底から選挙を望んでいるものですから、やっぱりそういうカンボジアの国民の希望というものを踏みにじることはできないだろうということで、ともかくですね、人民党のいろんな嫌がらせその他も克服しながらですね、選挙の条件を我々のできる限りにおいてですね、
整えたわけですね。でいろんな条件に恵まれてましたし、私もいろんな難しい選択に、当面しましたけども、もう一度やれと言われたらおそらくですね、同じような選択、同じような決定をしたんじゃないかと思いますね。それから選挙が終わってからもね、予想外に敗北してしまった人民党が東部の3州で反乱を起こしたりして、我々の選挙の結果に承服しなかったわけですね。そういう難しいことがありましたけども、人民党のリーダーシップをいろいろ説得してですね、曲がりなりにも選挙の結果を承服させ、カンボジアの新しい憲法を作りですね、新政府が発足したと。また私はシアヌク国王と協力してね、人民党とフン・シンペク党が連立政権を作ると。このことしかカンボジアを安定させる道はないと思ったものですから、そういうことをやりましたし、で1997年にはフン・シンペクと人民党の政変がありましたけども、私も最近カンボジアに行ってみましたけども、平和が地についていると。またその上に民主主義と経済的な繁栄も進んでますしね、そういう意味では我々がいろんな困難にもかかわらずね、やったことは、当時はいろいろ批判もあったでしょうけども、基本的には正しかったというふうに考えています。10 ans ont passé, 10 ans de misère et de folie. Je me questionne toujours sur les graines de démocratie que nous avons semées au Cambodge. Elles ne deviendront pas toutes des épis, mais ce serait fou de ne rien semer à cause de celles qui ne lèvent pas. Dis-moi, toi qui hantes mes nuits depuis 10 ans, tout cela a-t-il servi à quelque chose? ហើយមិនអាចបំភ្លេចបាននៅអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះគឺជាជោគជ័យមួយដ៏ធំបំផុតប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយប្រសិនបើគេបំភ្លេចចោលប្រជាជនខ្ញុំជាង2លាននាក់ដែលត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគ្មានអ្នកណាគិតគូរទាល់តែសោះប្រទេសមហាអំណាចថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគេមិនបានគិតគូរអំពីបញ្ហានេះទេដោយពាក្យចាស់បុរាណមួយចែងថាដំរីជលគ្នាតែងស្លាប់នៅស្រមោចសង្អាបើយើងចង់មើលខ្សែទឹកឲ្យបានច្បាស់គឺយើងមិនអាចមើលនៅរលកដែលកំពុងតែបោកបក់មិនឈប់ឈរនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលចលនារបស់វាដែលរត់មកលើឆ្នេរខ្សាច់Pas de bonheur supérieur à la paix. Il n'y a pas de bonheur supérieur à la paix.